Chers téléspectateurs, bonsoir. Le 20 octobre dernier, le délégué général de la solidarité nationale et de la lutte contre l'exclusion Ta'azour, M. Mohamed Ali ou Sidi Mohamed, a donné le coup d'envoi du lancement officiel du volet Nouakchott du programme national des activités génératrices de revenus AGR et des prêts bonifiés, mis en œuvre par la délégation générale à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion. Il s'agit d'un programme mis en œuvre en collaboration avec le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, l'Association des maires de Mauritanie et l'Agence pour la promotion des réseaux des caisses populaires d'épargne et de crédit Procapec. C'est le sujet de notre Zoom ce soir. Et pour en parler, je reçois M. Mohamed Ould Mami, chef du projet IFM au programme El Barakat Ta'azour. Bonsoir et bienvenue. Je reçois également à ma gauche M. Ahmed Salim Bedé, qui est directeur général du registre social Ta'azour. Bonsoir et bienvenue. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et avant d'arrêter dans le vif du sujet, nous allons suivre ensemble ce reportage de ma consoeur Aminata Khan. Lancement du volet du programme national des activités génératrices de revenus par la délégation générale à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Ta'azour. L'enveloppe financière de ce programme social, dans sa première phase, s'élève à plus de 2,3 milliards d'anciennes ouguiya et permettra de financer gratuitement 1783 activités génératrices de revenus et d'octroyer 433 prêts sans intérêt. Présent à la rencontre, le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Ta'azour, Mohamed Ali Ould Sidi Mohamed, a déclaré que le lancement de ce programme résulte de la volonté des pouvoirs publics à venir en aide aux couches vulnérables, indiquant que la stratégie de la délégation vise à faciliter l'octroi des prêts aux populations vulnérables à travers des programmes étudiés et mis en œuvre par la délégation en collaboration avec les sociétés nationales à travers le programme Al Baraka pour l'insertion économique, le programme DARI pour l'amélioration des conditions de vie des populations en octroyant des logements sociaux, le programme Tagafoul pour développer les programmes sociaux et assurer la sécurité alimentaire. Il a souligné que tous ces programmes travaillent en coordination avec les secteurs ministériels concernés et sont appuyés par la Direction générale du registre des populations et des titres sécurisés. Lui succédant, Mme Megboula Mintetelmidi, directrice du réseau Procapec, a exprimé sa joie de participer à la cérémonie du lancement officiel de cet ambitieux programme national qui incarne la vision du chef de l'État. Elle a déclaré que la mise en œuvre des transferts monétaires pour les activités génératrices de revenus par la délégation générale se fera en étroite collaboration avec le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation à travers les administrations locales et l'Association des maires de Mauritanie, appelant les bénéficiaires de ce projet à saisir l'opportunité de créer des activités génératrices de revenus et des projets qui profiteront directement aux populations et auront des répercussions positives. Le maire de la Moukata'a de Tayaret, Ahmed Ould Ali, président de l'association des maires de Nouakchott, a au nom des maires des communes de la capitale valorisé les interventions de Ta'azour qui ciblent les couches vulnérables des populations des 3 wilayas de Nouakchott à travers des interventions dans différents programmes, parmi lesquels le programme social de Ta'azour. Le maire a appelé à accélérer la mise en œuvre des programmes restants gérés par la délégation à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion. À la fin de la cérémonie, les bénéficiaires ont reçu leurs enveloppes de la main des responsables présents à la cérémonie. Monsieur le Mami, en quoi consiste le programme national qu'on vient d'évoquer? En quoi est-il différent des aides classiques? Très bien, merci. Tout d'abord, je voudrais préciser le rôle essentiel de Ta'azour de façon générale. De manière très brève, s'il vous plaît. D'accord. La délégation générale à la solidarité nationale et contre l'exclusion, Ta'azour, c'est l'un des volets essentiels du programme du chef de l'État qui est axé sur le volet social et économique. Et
lors de sa création, elle a été subdivisée en 5 programmes. Nous avons un programme pour les infrastructures socio-économiques qu'on appelle SHEILE, le programme DARI qui est pour le logement social, le programme Tekavoul qui est chargé des transferts cash et de l'assistance sociale et de recensement de la population pauvre. Donc le directeur général est présent parmi nous ce soir. Et le programme Temouine qui est chargé de l'approvisionnement des boutiques ML en denrées de première nécessité à des prix accessibles. Donc ça c'est grosso modo l'ensemble des programmes qui composent la délégation générale. Mais par rapport à Al-Baraka, le programme Baraka qui est le 5e Baraka, c'est un programme d'inclusion économique et financière. Et c'est ce programme-là qui fait l'objet ce soir de notre débat, à savoir le lancement à l'échelle nationale de ces 2 composantes, activités génératrices de revenus et du microcrédit. Pour ce qui est du microcrédit, c'est un crédit particulier qui est destiné aux gens issus des populations de milieux plus ou moins vulnérables et qui ont besoin de financement en dehors du financement classique. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas s'adresser aux banques classiques pour avoir des prêts, il fallait leur créer un crédit propre. Et c'est dans ce cadre que Tazor a eu si vous voulez, l'idée de faire un crédit sans intérêt, ce qu'on appelle le Qard Hassan, destiné à ces gens et qui est un soutien économique pour ces gens pour les lancer dans leur activité économique. Donc il faut tout d'abord qu'ils aient des projets viables dans lesquels il va les soutenir, il va suivre l'exécution du projet et son évolution. Et un certain nombre de critères qu'on a définis qui constituent les critères d'éligibilité à ce prêt. C'est à travers donc cette plateforme qu'on a mis en place un commun accord, d'une part avec le ministère de l'Intérieur à travers l'Association des maires de Mauritanie, avec le réseau des CAPEC Pro-CAPEC et Tazor. Il y a eu cette plateforme qui a été créée et qui a fait le tour de l'ensemble des régions du pays, de l'ensemble du territoire national, pour inscrire l'ensemble des demandes de l'Alliance qui ont été traitées à travers cette plateforme selon des critères d'éligibilité transparents et vraiment où la personne ne peut pas intervenir. C'est-à-dire qu'il y a des critères, des points sur lesquels, si le projet répond, il est éligible. Reste maintenant le niveau de financement qui est distribué par région selon le degré de pauvreté, selon la densité de la population, la densité démographique. Et essentiellement ça, pour les activités génératrices de revenus, ce qu'on appelle les AGR, c'est, si vous voulez, c'est des soutiens pour des regroupements d'activités et qui n'est pas remboursable, qui n'est pas sous forme de prêt, mais c'est un soutien non remboursable. On va demander à Bada d'intervenir parce que là, Très bien. Ces personnes ont été sélectionnées sur certains critères. Est-ce que vous pouvez nous dire, on parle souvent de la notion de régie sociale, des ménages les plus pauvres, ce sont des termes, système de ciblage national, ce sont des termes trop techniques. Vous pouvez essayer de nous les expliquer de manière un peu classique pour que les téléspectateurs qui vous suivent comprennent. Tout d'abord, je remercie la télévision mauritanienne pour cette occasion. La définition de régie sociale, pour une définition simple, on peut dire qu'il y a une base de données qui contient toutes les informations sur les ménages pauvres et vulnérables en Mauritanie. Les ciblages, c'est souvent... Pour ne pas vous interrompre. Les informations comme quoi, par exemple? Est-ce que vous avez défini c'est qui un pauvre, qui répond aux critères de pauvreté? Parce que je crois que la notion de pauvreté peut varier de Nouadhibou à Vassal. Bien sûr. Exactement, les critères de pauvreté, ça peut varier d'une zone à une autre en Mauritanie, surtout que le territoire national est très vaste. Donc c'est pour cela il n'y a pas une définition unique de la pauvreté, même connue. Donc il y a plusieurs définitions selon
selon la pauvreté dont on parle. Il y a la pauvreté structurelle, il y a la pauvreté multidimensionnelle, il y a beaucoup de définitions. C'est pour cela, nous, lors de la création de l'œil social, on a fixé un objectif global. C'est la base de taux de pauvreté au niveau national. Ce taux de pauvreté est calculé par l'ANSAT, qui est chargé de tout ce qui est enquête sur la population et qui font chaque 4 ans une enquête sur les conditions de vie des ménages, que nous appelons les PCV. Donc, à travers ces enquêtes, il définit les taux de pauvreté au niveau national et au niveau de chaque zone. Et nous, en partant de ce taux, nous essayons de cibler, d'identifier les ménages les plus pauvres correspondant à ces taux de pauvreté. Maintenant, comment nous, on peut identifier ou sélectionner les ménages par rapport aux autres? Nous faisons souvent nous le faisons à travers une méthode participative. C'est la communauté même qui s'est réunie entre eux pour définir même les critères de pauvreté chez eux et qui ordonne les ménages résidents au niveau de chaque localité. Et nous prenons, nous, l'équivalent au quota demandé, c'est-à-dire au taux de pauvreté demandé. C'est une méthode participative qui a permis au réseau social de cibler les ménages pauvres au niveau de chaque localité du pays. Donc voilà. Aujourd'hui, on a une nouvelle méthode plus exhaustive en basant sur un recensement global de tous les ménages sans exception pour nous permettre de répondre à des circonstances comme le coronavirus ou des chocs qui peuvent arriver dans des zones. Donc c'est pour cela nous aurons besoin d'avoir tous les ménages. Tous les ménages, c'est une méthode qu'on a appliquée à Nouadhibou et qu'on a appliquée tout récemment à Nouakchott et qu'on va généraliser pour l'intérêt du pays. Pour le programme El Barka, les bénéficiaires du programme El Barka ne sont pas forcément du réseau social. On a donné la priorité aux ménages pauvres du réseau social, c'est-à-dire on a donné plus de points à ces ménages, mais on n'a pas inscrit les autres. Parce qu'on sait que des fois, il faut un peu de capacité pour exécuter un projet de microcrédit ou des activités de trésorerie. Et peut-être ces compétences ne sont pas forcément... on ne peut pas les trouver forcément au niveau des ménages pauvres. Donc, on a par contre développé une plateforme qu'on a mis à la disposition de toutes les communes au niveau national. Cette plateforme, elle fonctionne en mode online comme offline et elle a permis à toutes les communes d'enregistrer toutes les demandes. Et cela a permis vraiment une évaluation fiable de toutes les données, c'est-à-dire que tous les processus sont là faits de manière informatisée, sans une intervention humaine. C'est là que c'est quelque chose de nouveau en Mauritanie. Donc, tout d'abord, lors de la réception, nous prenons les mêmes informations pour tous les candidats. Parce qu'avant, avec la méthode classique, un projet ou un candidat peut venir avec un dossier de 10 pages, l'autre peut venir avec une seule page. Donc c'est difficile de comparer d'une manière de définir un canevas standard de comparaison. C'est pour cela que nous, on a développé la plateforme, on a mis des informations obligatoires pour chaque candidat. Et au niveau national, on a reçu 114 635 demandes. Donc c'est énorme. C'est 114 000 demandes réparties au niveau national, réparties entre toutes les communes du pays. Et à travers les technologies et les croisements de données et l'interopérabilité entre les différents systèmes, on a pu, par exemple, éliminer 49,7% de ces demandes sur des critères très objectifs. Par exemple, on a remarqué qu'il y a 10 754 doublons. C'est des gens qui viennent s'inscrire plusieurs fois. On a remarqué qu'il y a 5 568 000 demandes ici des fonctionnaires ou des salariés. Donc,
qui ne sont pas priorité pour ces programmes. On a remarqué qu'il y a 3 933 bénéficiaires qui ont déjà bénéficié d'autres aides. Donc, on a remarqué qu'il y a les mineurs, 389 mineurs, c'est-à-dire qu'on appuie, c'est-à-dire déjà, avant même de classer le projet, d'éliminer d'une manière très objective et très transparente 49% de ces demandes. Les statistiques ont donné qu'il y a 47 601 pour les demandes pour les activités génératrices de revenus, soit 41,5%, et 67 041 demandes pour les microcrédits, soit 58,5%. Donc voilà. Pour les projets éligibles, le programme a donné une grille d'évaluation, a défini une grille d'évaluation qui a permis de classer ces projets selon les degrés d'éligibilité, puis a défini des quotas au niveau, pour toutes les communes, sur les critères de pauvreté et sur la densité de la population. Donc au niveau national, il avait des 1800 activités génératrices de revenus qui étaient éligibles au financement et 400 projets de microcrédit qui ont été sélectionnés, plus 52 projets communautaires, c'est-à-dire les projets au niveau communal. C'est-à-dire au total 2252, n'est-ce pas? 2250 avec un financement global de 2 milliards 600 millions d'ouguières. Voilà. On a beaucoup parlé des 9 muqata'a de Nouakchott ces derniers temps. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de spécial? C'est-à-dire que l'action était au niveau de l'intérieur, elle a été reportée au niveau de Nouakchott, ou bien on a associé les deux à la fois? L'opération a eu lieu en même temps, à l'échelle nationale. Et la participation au niveau de Nouakchott était très élevée, beaucoup plus intense, bien sûr, par rapport au reste des régions de l'intérieur. Et il faut dire que les critères de répartition, comme on a dit, c'est surtout en fonction de la densité de la wilaya, c'est-à-dire la population et le degré de pauvreté. Donc il y avait plus de faveur pour certaines contrées à l'intérieur du pays par rapport à Nouakchott. Mais Nouakchott a eu sa part au niveau des différentes muqata'a. Il n'y a pas de muqata'a dans le pays qui n'a pas bénéficié, de communes particulièrement, et qui n'a pas bénéficié de microcrédits et d'activités génératrices de revenus. Il faut dire que ce qu'on appelle les projets communautaires, c'est spécifique à la commune et ça n'a pas fait le tour de toutes les communes parce qu'il fallait qu'elles présentent des projets éligibles. Et seuls les 52 qui ont été retenus qui ont présenté des projets éligibles. Bon, Nouakchott a toujours sa particularité, étant donné la densité de la population et le grand nombre de problèmes socio-économiques, c'est-à-dire surtout au niveau du chômage, de l'emploi et de... Est-ce qu'il y a eu plus, vous avez une idée des chiffres, est-ce qu'il y a eu plus de pauvres et de nécessités à Nouakchott qu'à l'intérieur du pays? En termes de pauvreté, ce n'est pas forcément. D'après les EPCV de 2020, les taux de pauvreté, c'était en 2014, au niveau national, c'était 31%. Aujourd'hui, en 2020, il est devenu 28%, au lieu de 31%. Et à Nouakchott, aujourd'hui, c'est 14,3%. Par contre, à l'intérieur du pays, il y a des zones avec un taux très élevé qui dépasse environ même 40% des fois. Pauvres, les plus pauvres à l'intérieur du pays. On peut, voilà la répartition de pauvreté. En tout cas, selon selon l'ANSAD, est plus forte à l'intérieur du pays qu'à Nouakchott. Pour revenir un peu à Al-Baraka, quels sont... Mais cela, ça ne veut pas dire qu'à Nouakchott, il n'y a pas de pauvreté. Il y en a beaucoup. Moi, je tenais à savoir il y en a beaucoup, on est plus pauvre à l'intérieur de la Mauritanie qu'à Nouakchott. Parce que je crois qu'avec les... Le degré de pauvreté est plus poussé à l'intérieur qu'au niveau de Nouakchott.
De quelle manière les prêts ont-ils été effectués? Bon, je voulais, par rapport à Al-Baraka, signaler que le programme Al-Baraka, c'est un programme qui a été fait pour justement lutter contre la pauvreté et le chômage. Et il est composé de deux volets. Un volet inclusion économique et un volet inclusion financière. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il agit sur le plan économique en construisant des ouvrages communautaires qui permettent, par exemple, des emplois tels que les digues, tels que les barrages, qui permettront de drainer l'eau pour l'agriculture. Et en même temps, il offre des moyens, du matériel agricole et des intrants pour les agriculteurs dans leur campagne agricole. Surtout cette année qui est une année censée être une bonne pluviométrie, qu'on espère une bonne année agricole aussi. Et ça, c'est l'un des volets. Le deuxième volet, c'est au niveau de l'inclusion financière. L'inclusion financière, c'est-à-dire le microcrédit et les activités génératrices de revenus, le soutien au regroupement et le microcrédit pour les porteurs de projets. Il est destiné à ces gens-là qui ont l'idée et qui ont c'est-à-dire les préqualifications, la capacité de réaliser un projet, mais qui n'ont pas les moyens et, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui n'ont pas l'accès au crédit genre de projet classique. Un projet agricole, du commerce, un atelier de couture. Ça peut être tout ça. Tout ça à la fois. Oui, bien sûr. Ça peut être du commercial, ça peut être au niveau de l'agriculture, ça peut être au niveau de l'élevage, ça peut être au niveau de l'artisanat. C'est dans l'ensemble des secteurs. On ne se limite pas à un secteur précis, mais l'essentiel, c'est que le projet qui nous est proposé, qui est soumis par le porteur de projet, soit un projet éligible dans la zone où il est. Si par exemple, moi je voudrais faire une boucherie ou une boulangerie dans un lieu où il y a une pléthore de boulangeries ou de boucheries, je sais qu'elle ne peut pas être rentable. Je dirais au porteur de projet que ce n'est pas le lieu de le faire. Et par contre, s'il est encouragé et que ce projet qu'il propose est un projet réellement viable, c'est-à-dire économiquement viable, qu'il est rentable pour lui et qu'il est parrain, qu'il est dans une zone où il y a une demande, autant encourager le projet et le financer. C'est ça un peu l'esprit. Donc, nous agissons sur l'ensemble de des volets. Et l'essentiel dans tout ça, ce que je voulais dire, que le programme Al-Baraka, c'est l'un des programmes les plus importants en matière de lutte contre la pauvreté, puisqu'il essaie de lutter contre la pauvreté à la base. Les problèmes économiques aujourd'hui, c'est le problème fondamental. Il s'agissait de créer l'emploi, de créer une certaine, je ne dirais pas une valeur ajoutée, mais de créer une certaine dynamique économique qui permettra de créer de l'emploi et permettre à certains gens qui étaient dans la précarité de pouvoir avoir leur propre un revenu permanent. Excusez-moi, est-ce qu'il y a un moyen de contrôle? Parce que c'est l'argent du contribuable que vous donnez à ces gens-là. Est-ce qu'il y a un suivi, un contrôle? Si, nous on a un contrat avec les caisses, le réseau des caisses CAPEC Pro CAPEC, qui sont chargés du suivi. C'est-à-dire qu'au moment, ils ne donnent pas les prêts en totalité au départ. On donne une partie qui est censée être la base de lancement, c'est-à-dire les frais d'installation et de mise en place du projet pour son démarrage. Une fois qu'il démarre, on essaie de donner encore la deuxième tranche pour qu'il passe à la deuxième phase. Il est toujours suivi dans ce cas, jusqu'au moment où il va commencer à travailler réellement et à exécuter son projet sur le terrain. Le financement sera complété. Mais le suivi reste au niveau des remboursements et de l'activité, puisqu'il sera suivi aussi pour le remboursement. Il faut qu'il rembourse le principal. Nous, on ne fait pas d'intérêt. Il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a pas d'intérêt, c'est un carte Hassan sans intérêt. Et aucun frais, même les frais de crédit, nous, on les supporte à la place du bénéficiaire. Lui, il n'a à rembourser que le principal du prêt, c'est-à-dire le montant qu'il a pris substantiellement. Et c'est comme ça qu'il sera suivi à travers les remboursements et à travers aussi son activité. Est-ce qu'il est toujours là? Est-ce que son activité existe?
puisqu'il y a des gens qui ne suivent plus le remboursement. Et donc les gens qui donnent leur argent, ils sont Vous généralement avez près de déjà leur argent. rencontré des cas pareils de personnes qui ont échoué ou qui ne voulaient pas rembourser? Est-ce qu'il y a eu des cas? On n'a pas encore l'expérience sur ce plan. Mais je sais qu'il y en aura toujours. Il y aura toujours des gens qui ont échoué. Mais on veut que la majorité réussisse. L'idée, c'est que la majorité puisse réussir pour le bien de tous, pour leur propre bien à eux, pour le bien. C'est-à-dire que ce prêt, s'il est remboursé, il permettra encore de faire travailler d'autres gens et même de les refinancer eux au cas de besoin. Et s'il échoue, si au détriment de sa présence de la collectivité nationale, il fait perdre à son pays, à son État. J'ai envie de demander à M. Belder, qui avait souligné tout de suite qu'au cours du tamissage, ils avaient remarqué qu'il y avait quelques mineurs. Sur quels critères vous avez pu savoir quels sont les moyens que vous avez mis en place pour savoir qu'il y a des personnes qui sont des fonctionnaires, il y a d'autres qui ont déjà bénéficié du prêt? Ça, c'est pas compliqué parce qu'il y a une base de données. Et les mineurs, comment vous l'avez su? C'est grâce aux cartes d'identité? Oui, exactement. Donc, grâce aux interopérabilité entre les différents systèmes de l'État, et ça dit l'intersection entre les différentes bases de données. Donc, surtout l'État civil. Donc, on remercie beaucoup l'agence de l'État civil qui a mis à notre disposition. Travail en collaboration. Bien sûr, c'est pour cela on a pu identifier les mineurs parmi les candidats. Ce n'est pas seulement les mineurs, mais les liens de parenté. Parce qu'on a éliminé 36 000, parce que c'est toute la famille qui dépose. Donc, c'est très clair qu'il ne s'est passé rien. Donc, c'est pour cela aujourd'hui, on les détecte à travers la collaboration et interopérabilité entre les deux. Il arrive des familles qui déposent au nom du père, de la mère, voilà, des enfants. Et les enfants, voilà. Et que même au niveau d'une activité générale, que 5 personnes, ce soit les mêmes personnes. C'est les mêmes personnes. Donc, pour remplissage, tout simplement. Ouais, pour répondre aux conditions. Voilà. Si je comprends, c'est qu'au niveau d'une activité il faut 5 personnes. Donc, pour répondre à celles-là, donc, personnes qui n'appartiennent pas forcément à la même famille. Ils ne doivent pas appartenir. Ils ne doivent pas, dans les conditions que le programme a fixées, qu'ils ne devaient pas être du même ménage. Pour donner la chance aux autres pour que l'appui touche les maximums du ménage. Donc, voilà. L'association des maires de Mauritanie, quel a été son rôle dans cette... L'association, c'est le partenaire, c'est le lieu où il y a eu les dépôts de dossiers. Et les dossiers étaient posés au niveau des mairies. Oui. Et une fois transmis, c'est-à-dire il y avait une plateforme. Au niveau de chaque mairie, il y a une plateforme. Ils sont saisis sur la plateforme et ils sont transmis au serveur central. Et c'est à partir de là que le registre social fait son travail de sélection. C'est des critères dont vous a parlé le directeur général. Et ça a été très très bien fait, en commun accord avec les différentes administrations. Et la mairie, elle transmet les dossiers. Et une fois étudiés les dossiers, ils reviennent à la mairie pour approbation. C'est le conseil municipal qui va délibérer pour approuver les personnes dont les projets ont été retenus. Et même, il y a des personnes qui sont éligibles, qui n'ont pas été retenues pour une question de priorisation et de moyens. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas satisfaire tout le monde, tous les projets qui ont été éligibles, mais il fallait faire une certaine sélection. Et c'est dans l'ordre aussi de préséance. Les premiers élus sont les premiers servis. Les autres qui sont éligibles, ils restent en suspense. Tandis que ceux qui sont retenus, ce sont les premiers élus dans cette wilaya en fonction du quota qui lui est donné. C'est-à-dire que chaque wilaya a un quota? Absolument. En fonction, je vous ai dit tout à l'heure que les quotas sont fixés en dehors de la densité de la population, du nombre d'habitants et du degré de la pauvreté dans la zone. Parce que la pauvreté varie d'une zone à l'autre, d'une région d'une wilaya à l'autre. C'est comme ça que ça a été... Oui, exactement. C'est-à-dire que le programme a défini des quotas. Par commune, ce n'est pas par Mokata, c'est par commune, parce qu'on a touché toutes les communes du pays. C'est la base de la densité, c'est-à-dire le nombre de ménages au niveau de chaque commune et le taux de pauvreté au niveau de la commune. Donc, cela a permis la répartition de ces 2252 projets.
entre les différentes communes. Maintenant, nous, au niveau du système, on a ordonné tous les candidats éligibles selon le scoring, selon c'est-à-dire les critères de sélection. Chaque candidat a un score. Et on a ordonné selon le scoring. Et au niveau de chaque commune, on a pris le nombre demandé, c'est-à-dire le nombre demandé. Et on l'a mis à la disposition du conseil municipal. Et ils font la délibération pour confirmer est-ce que ces projets sont réellement existent sur le terrain, est-ce qu'ils n'ont pas de problème à leur niveau. Et ils peuvent même éliminer l'un de ces projets au niveau de la plateforme. Mais les rejeter, c'est-à-dire les rejeter, mais pour les rejeter, ils donnent le motif de rejet. Et une fois qu'ils éliminent, ils donnent le motif de rejet, systématiquement les suivants va monter systématiquement de manière systématique. Donc voilà, et à la fin, ils font un PV et ils l'ont mis pour le mettre au niveau du système pour avoir la liste définitive. Voilà. Donc c'est très transparent et c'est dématérialisé à 100%. Et tout cela, c'est les nouvelles technologies qui nous ont permis aujourd'hui de faire que plusieurs acteurs gouvernementaux travaillent de manière très transparente et de manière très, très claire. Voilà. Est-ce que les personnes qui portent les projets assistent aux délibérations? Bien, en tout cas, on a un lien, on a notre lien. C'est très important. On a un lien public que tout le monde peut consulter à travers soit leur numéro de téléphone ou leur NNI, leur numéro national d'identité, ou leur code. Au moment de l'enregistrement, ils le donnent en code. Soit, donc, ils font la recherche à travers l'un de ces numéros. Et systématiquement, on va avoir leurs données pour confirmer est-ce qu'on a pris réellement toutes les informations d'une manière correcte et à voir à quelle étape. Donc, ils peuvent voir est-ce qu'ils étaient éliminés et pour quelles raisons ils étaient éliminés, les raisons même, les motifs d'élimination. Et est-ce que le projet est éligible, est-ce qu'il a été sélectionné ou pas sélectionné. Donc, tout est là, tout est disponible. Donc, voilà. 3 ans après la mise en place de Ta'azour, parce que ça date à peu près de ça, est-ce qu'on peut avoir une idée très brève du bilan? Est-ce qu'il y a des chiffres? Oui, moi je dirais que sur les 3 années, il y a eu un grand parcours. Il y a eu du travail sur le terrain. Au niveau des réalisations. Vous pouvez surtout parler de Barke. Par rapport à Barke, je dirais qu'il y a eu la réalisation d'un certain nombre de digues et de diguettes. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais c'est à travers toutes les régions du pays, les régions agricoles, et là où il y avait besoin de diguettes et de digues, Ta'azour a intervenu. Et il a été à l'origine aussi je crois, de 2 ou 3 barrages. 10 barrages. 10 barrages ont été réalisés. Ouais. En plus des digues et diguettes qui sont sur l'étendue du pays. Et ensuite, il y a eu le soutien dont j'ai parlé, logistique pour les agriculteurs, du matériel agricole et des intrants qui ont été distribués à travers toutes les wilayas du pays. D'ailleurs, le délégué général a parcouru toutes les wilayas dans ces cadres pour donner le lancement de la distribution du matériel agricole des intrants dans toutes les wilayas. Et par rapport aux autres aspects, le microcrédit, on vient de commencer. Je vous ai dit qu'au niveau du Gorgol, certaines communes les bénéficiaires ont déjà disposé de leurs prêts, microcrédit et des soutiens pour les activités génératrices de revenus. Nonobstant certaines interventions qui ont été faites par le Barke dans des cadres particuliers. Par exemple, il y a une localité dans la Haute-Chari qui s'appelle Darigimbe, où les habitants sont nés aveugles, bornes. Tous, c'est héréditaire chez eux. Pour ces gens-là, il fallait leur faire des activités pour pouvoir subvenir à leurs besoins. On leur a fait une activité agricole, un élevage de moutons. On les a soutenus dans des boutiques communautaires avec... Tout ça, ça a été fait par le programme le Barke. Et au niveau de la pêche artisanale,
notamment la pêche continentale. On a intervenu avec le ministère des Pêches dans certaines zones en soutien aux pêcheurs artisanaux pour que les Mauritaniens puissent profiter de la pêche continentale qui ne pratiquait pas auparavant et qui était l'exclusivité des ressortissants des pays voisins, du Mali et du Sénégal. Et ça, c'est entre autres, on a soutenu au niveau du matériel et au niveau de... Normalement, il était prévu qu'il y ait un soutien plus large pour la pêche autre artisanale côtière. Et je ne crois pas que ça ait été encore lancé. On attend peut-être le lancement. Je crois qu'il y a quelque chose au niveau d'une localité déjà. Malgré... Est-ce que vous continuez aussi en même temps de faire des transferts monétaires? Le transfert des cash, ça c'est le fait de Tekavoul. Il y a ici un représentant du programme, à la personne directeur général de l'État social. Les deux vont de pair. Ça continue, absolument. Le TAZUR, comme le coordinateur a mentionné, a 5 programmes d'intervention. Et ces programmes interviennent d'une manière conjointe dans les sphères des milieux pauvres. Donc chaque programme a ses priorités, a ses objectifs. Donc exactement, par exemple, le programme Barquet, c'est pour briser le cycle de pauvreté. Programme Tekavoul, c'est pour aider les ménages les plus pauvres, c'est-à-dire qui sont diminués. Donc voilà. Donc pour compléter un peu, avant tout, je vais communiquer les chiffres pour Nouakchott. Pour les candidats, on a reçu 3429 demandes pour Nouakchott Ouest, 8855 pour Nouakchott Nord et 3724 pour Nouakchott Sud. Donc voilà. Et les projets sélectionnés pour le moment, parce qu'il y aura d'autres sections, c'est 703 projets, dont 570 AGR, 122 microcrédits et 11 projets communautaires. Pour les chiffres de TAZUR, je vais me limiter aux chiffres, par exemple, de 2022, parce que nous donnons souvent les chiffres, les bilans depuis la création de TAZUR. Par exemple, pour le programme El Baraka, il y avait le projet d'appui aux initiatives à Bougué, qui a appuyé 22 coopératifs avec un financement de 8 millions d'euros. Il y avait l'appui aux AGR communautaires via la construction des diguettes. Le nombre de diguettes, c'est 254 cette année uniquement. L'année passée, c'était le même nombre, avec un budget de 230 millions d'euros. Pour les programmes d'appui aux coopératifs productifs, dans le domaine de l'agriculture et la pêche continentale, il y avait 310 coopératifs financés et appuyés avec un montant de 650 millions d'euros. Il y a le programme d'appui aux coopératives agricoles à travers l'aire dotation des véhicules tricycles pour le transport de leurs produits. Il y avait 123 coopératives appuyées avec une enveloppe de 130 millions d'euros. Il y a l'appui à la campagne agricole de 2022 à travers la distribution de grillages et les grillages et leurs accessoires. 47 000 mètres de grillage qui ont été distribués avec une enveloppe de 220 millions. Avec les projets qu'on vient de financer, qui touchent 2252 projets, avec un financement de 2 milliards 600 millions. Maintenant, les autres programmes ils continuent toujours. Par exemple, le programme Tomwin, qui continue l'approvisionnement continu de 1750 boutiques au niveau national, avec une enveloppe cette année de 20 milliards d'euros. Vous savez tous que le coût des denrées alimentaires de base est très élevé vu les conditions et les circonstances actuelles. Donc ce projet maintient toujours le même prix, même avant le même prix qu'avant la création de TAZUR.
donc avec l'approvisionnement continu de ces boutiques. Le projet Tekavoul, il assiste de manière régulière, et ça c'est le cash régulier, chaque 3 mois, 100 000 ménages, 100 000 ménages les plus pauvres au niveau de toutes les localités du pays. Donc avec un montant de 9 milliards 70 millions, voilà. Et il a intervenu cette année dans la période de soudure. Dans la période de soudure, à travers des composants Tekavoul Choc, qui a assisté 4 000 ménages pour un montant global de 400 millions, et la composante Le Maouna, qui a touché 36 muqata'a du pays, qui étaient touchés par l'insécurité alimentaire. Donc, qui a appuyé, cette composante a appuyé 65 000 ménages cette année uniquement, pour un montant de 6 milliards 700 millions. Plus le programme de Sheila, qui a déjà construit 64 établissements scolaires, 22 centres et postes de santé construits et équipés, l'assurance maladie pour 100 000 ménages à la CNAM, avec une enveloppe de 2 milliards 100 millions annuels. L'alimentation scolaire pour 66 000 ménages, élèves, les cantines scolaires, c'est-à-dire comment dirais-je, les AEP, le forage, les AEP, la matière d'eau, exactement. Les réseaux d'eau, il y avait 70 AEP, 70 AEP et 41 forages. Donc c'est énorme. Donc voilà, et le projet Le Barquet dont on a parlé, donc voilà. Puis bien sûr, sans oublier le programme DARI qui vient de commencer avec la construction de 1900 logements sociaux à l'intérieur, 1932 à l'intérieur. Est-ce que les localités ont déjà été choisies? Pour les logements sociaux, c'est au niveau des centres, au niveau des chefs de lieu de wilaya. Ouais. On a déjà commencé la répartition déjà. Le logement se compose de quoi? Je crois 120 mètres carrés. Il y a le salon, il y a une chambre avec une douche, avec cuisine. C'est-à-dire, voilà. Et les bénéficiaires sont déjà sélectionnés? Pas encore. On a déjà sélectionné 1900 parmi les plus pauvres, mais le reste, c'est au fur et à mesure. Ce sont des gens qui vont avoir accès à des logements, voilà, faire gratuitement. Il n'y aura pas de exactement, contrepartie. gratuitement, voilà. Il n'y aura pas de contrepartie. Voilà. Pour les pauvres, il n'y aura pas de contrepartie. Maintenant, pour d'autres catégories, peut-être qu'ils vont contribuer, mais avec des prix symboliques. Voilà. Et tout cela se fait en collaboration. Ce que vous le faites en collaboration avec les départements concernés. Bien sûr, bien sûr. Quand il s'agit des barrages, c'est avec le ministère de l'Hydraulique. Quand il s'agit de l'habitat, c'est avec le ministère de l'Habitat. Exactement. Il y a une participation de l'autre côté ou uniquement... Exactement. Par exemple, nous, à travers le social, on peut identifier, par exemple, les zones là où il y a un manque, par exemple, là où il y a une concentration de ménages pauvres, par exemple, où il n'y a pas d'école, où il n'y a pas de postes de santé, par exemple. Ça, on peut l'identifier de manière très facile. Mais une fois qu'on identifie les cibles, on les partage avec les ministères concernés, par exemple pour l'éducation, la santé ou l'hydraulique, pour une confirmation. Pour ne pas avoir des chevauchements avec ce qu'ils ont déjà programmé. Ils participent même financièrement? Non. Et ils peuvent faire l'inverse. Ils peuvent identifier des zones et partager avec TEASUR pour la construction. Donc financièrement, ils participent? Non, financièrement, c'est TEASUR. C'est TEASUR qui fait mais les choix des zones, c'est bien coordonné. Et le suivi après, c'est-à-dire que nous, en matière par exemple, de santé, pour les postes de santé et les centres, c'est fait comme un accord avec le ministère de la Santé. Et comme vous a dit le directeur général, il faut que le ministère identifie la localité où il y a une priorité, il y a un ordre de priorisation. Nous, on sait déjà que dans telle localité, il y a besoin de postes de santé. On va coordonner ça avec le ministère de la Santé pour la réalisation du poste, sa construction et peut-être son équipement. Mais pour ce qui est du suivi et de l'approvisionnement,
aussi bien un médecin, un personnel médical qu'un matériel médical, qu'un médicament, c'est le fait du ministère de la Santé, ce n'est pas des ressorts d'État Azur. C'est-à-dire que nous, ce qu'on fait, c'est un travail en parallèle transversal par rapport aux autres départements de l'État, au ministère. Par rapport à votre projet, est-ce que vous ne trouvez pas... Ce qu'on vous reproche souvent, c'est que vous encouragez un peu l'oisivité des gens. Vous donnez de l'argent à des gens qui sont couchés chez eux sans qu'ils ne fournissent un effort. Qu'est-ce que vous répondez à ce qui vous fait cette critique? En tout cas, pour quelqu'un qui connaît leurs conditions de vie, il va comprendre ce que c'est important de leur donner l'aide financière et l'aide, quelle que soit l'aide économique ou sociale. Donc voilà. Parce que malheureusement en Mauritanie, il y a des ménages qui se trouvent dans des conditions de vie très, très, très difficiles. Donc, il y a malheureusement 20% parmi les ménages au niveau de la vie sociale s'ils trouvent aujourd'hui quelque chose à manger, il y a une forte chance qu'ils ne le trouvent pas demain. 20%. Donc voilà, donc c'est très, très, très compliqué, très difficile. Donc c'est pour cela qu'ils ont besoin d'une aide très urgente pour qu'ils puissent... 20% de quoi? De quel des taux? ménages, du riche social, des ménages pauvres. Donc voilà. C'est-à-dire que 20% de ces pauvres sont tellement pauvres, de telle sorte qu'ils s'ils trouvent aujourd'hui quelque chose à manger, c'est-à-dire qu'ils trouvent souvent les problèmes pour la nourriture même quotidienne. Et il y a 30% d'autres qui les trouvent souvent, c'est pas toujours. Donc voilà. Donc c'est des gens qui se retrouvent dans des conditions très difficiles. Vous répondez quoi à ceux qui vous disent, au lieu de me donner un poisson, apprends-moi à pêcher. Voilà, donc ça c'est pour quelqu'un qui ne connaisse pas Azur, je peux le dire. Mais pour quelqu'un qui connaît par exemple que le programme Le Barquet, il est là pour leur exactement financer leur activité génératrice de revenus, leur donner des microproduits pour qu'ils soient autonomes. Si je comprends, c'est que les gens dont vous parlez, les 20% dont vous parlez, peuvent un jour sortir de leur situation pour bénéficier du programme. Bien sûr. C'est dans ce cadre qu'on le... Au niveau même des programmes TECAVOL, il y a le volet inclusion économique. Donc nous faisons l'évaluation chaque fois de leurs conditions de vie, les conditions de vie pour savoir est-ce que leur situation a été améliorée. Et une fois que la situation est améliorée, on va leur sortir de TECAVOL réguliers. Mais on va leur financer une activité qui va leur permettre de continuer après sans ne pas revenir à la situation initiale. Est-ce qu'il y a eu des cas? Nous estimons 20% que 20% vont sortir. Donc celle-là, on va les confirmer avec la mise à jour du registre social qui a commencé. Donc voilà. Moi, je dirais que la précarité, comme l'a dit le directeur général, dans certaines contrées, elle est très très forte à tel point que tous les soutiens sont les bienvenus, surtout en période de crise. Si on est en période de sécheresse, si on est en période de soudure, il faut qu'il y ait le Covid, tel que les périodes de Covid. Ce genre de soutien, il est préconisé. C'est si vous voulez, c'est un remède de cheval qu'on donne à quelqu'un qui commence à noyer. Il faut le secourir pour qu'il essaie un peu de survivre. Une fois qu'il a dépassé les seuils critiques, il faut maintenant essayer de lui injecter quelque chose de permanent, c'est-à-dire de créer une activité. Le fait qu'il soit dans cette situation, c'est parce qu'il n'a pas d'activité. Quand on n'a pas de revenus, quand on sait, comme l'a dit le directeur général, qu'on ne sait pas le lendemain de quoi il sera nourri, tout ce qui vient, c'est les bienvenus comme soutien, en aide alimentaire ou en aide financière. Mais ces gens-là qui sont dans des contrées éloignées et qui n'ont pas d'agriculture, qui n'ont pas d'élevage, qui sont dans le désarroi total, si on leur finance un soutien financier de 22 500, ça leur permettra d'acheter des provisions pour le mois. En attendant peut-être l'arrivée de la pluie ou l'arrivée qu'ils puissent avoir une activité qui leur permettra un peu de sortir de cette précarité. Et c'est maintenant préconisé à travers le monde. Les bailleurs, beaucoup de bailleurs le font préconisent comme soutien. Mais c'est vrai que c'est une incitation
un peu à la part, ce que vous avez dit, pour certains qui n'en ont pas besoin, qui ne sont pas dans l'urgence et qui ont besoin plutôt d'être soutenus pour qu'ils aient une activité, qu'ils puissent travailler. C'est le cas. Mais il faut commencer par le commencement. C'est-à-dire que l'on commence, comme l'a bien dit le directeur général, par ce niveau et on essaie d'évoluer vers une autonomie en matière de travail, une autosubsistance de ces individus. Notre émission touche presque à sa fin. Je crois que nous avons encore 5 minutes. Si vous avez des messages à l'adresse de nos téléspectateurs. Je voulais tout simplement signaler que le programme Le Barka, il a une composante du projet PAGE, n'est-ce pas, à exécuter. C'est pour l'employabilité des jeunes en Mauritanie. C'est quelque chose de très important. Cette composante va commencer très bientôt. C'est pour donner les chances aux jeunes Mauritaniens d'avoir leur propre activité, génératrice de revenus ou de microcrédit, et leur donner l'accès au financement. Voilà. Je voulais encore signaler que la mise à jour, qu'on a terminé le cycle de réussite sociale au niveau national avec l'achèvement de Nouakchott et qu'on se prépare pour la mise à jour qui va commencer la semaine prochaine. On va commencer à Inchiri pour terminer toute la wilaya d'Inchiri et attaquer les autres wilayas. Donc voilà. Cette mise à jour, cette fois-ci, la nouveauté, c'est qu'on va recenser tout le monde sans exception. Donc souvent, il y a des ménages qui réclament qu'ils n'étaient pas recensés et autres. Donc aujourd'hui, cette fois-ci, on va même recenser les riches. Pour donner la chance à tout programme, à tous les programmes qui veulent utiliser le risque social, d'être libres dans les choix de leurs bénéficiaires. Parce que ce n'est pas forcément les stricts, les bénéficiaires ne vont pas être forcément les plus pauvres, mais peut-être d'autres critères de sélection selon le programme. Donc voilà. Merci. Monsieur le Mamou. Très bien, moi aussi je dirais tout simplement qu'il est préférable de venir tard que de ne pas venir. Je dirais que Tazor, elle est venue dans une situation particulière et elle a commencé à étudier le terrain, à mettre en place des structures et des procédures pour pouvoir travailler. Ça a peut-être pris du temps, mais on est en train d'avoir le fruit, le résultat du travail sur le terrain. On a commencé aujourd'hui à distribuer des crédits, des soutiens pour créer des emplois. Et on a commencé à soutenir les coopératives et les regroupements féminins ou autres dans leur activité, ce qui permettra encore de créer des revenus au niveau de ces gens-là, de ces ménages. Et la chaîne se complète sur les autres programmes. Envie peut-être, Inch'Allah, de voir dans un moyen terme ou un long terme une certaine évolution au niveau de la lutte contre la pauvreté et de l'emploi. Je crois qu'on doit être optimiste. Le programme du chef de l'État, actuellement, il a dépassé la mi-parcours, mais il est sur une bonne voie si on continue à réaliser des projets concrets sur le terrain qui le feront évoluer davantage les années prochaines, Inch'Allah. Donc c'est sur cette note d'optimisme que se termine cette émission qui était réservée au programme de Ta'azour. J'ai reçu M. Mohamed Oulimami, qui est chef du projet IFM au programme Al-Barka Ta'azour, et M. Ahmed Salem Bedde, qui est directeur général du registre social Ta'azour. Chers téléspectateurs, je vous remercie d'avoir suivi cette émission et tout en espérant que vous continuerez à suivre les émissions de Mauritanie en l'espoir de vous revoir très bientôt, Inch'Allah.